BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Jean-François Filâtre. Bonjour Vincent. Ça va bien, vous êtes d'attaque, légèrement allé, hein. Voilà. Ouais. Bah oui, c'est la saison, on revient bronzer des vacances en principe. Directeur éditorial, faut-il le rappeler, de marchégagnant.com. De quoi parlons-nous pour cette rentrée? Eh ben on va parler de l'été. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Le fait majeur de l'été, c'est quand même le taux du livret A qui est passé à 2% en attendant la prochaine étape. Si je regarde un peu ce qui s'est passé sur les marchés financiers, ça a été plutôt pas trop mal. Et puis surtout, on craint toujours ça au mois d'août, la frange des primes. Ce qui me fait pas regretter de ne pas être rentré dans les débats pour savoir comment éviter en bourse un été meurtrier. Mais ce qui me ferait presque aussi regretter Pampon et surtout Isabelle Adjani. Vous faites votre cinéma, là. Quoi d'autre? Alors, je vous propose de réfléchir sur la polémique du moment. Elle porte sur le crédit Encore une polémique. immobilier. Ouais. La faute au taux d'usure qui définit le taux maximal auquel un établissement peut prêter. Alors, un taux d'usure qui est défini par référence au taux pratiqué au cours des 3 mois précédents, comme le taux de pauvreté. On ne le sait pas souvent, mais le taux de pauvreté est défini non de manière absolue, mais par référence à ce que gagne plus de la moitié des Français. Alors, à cause du taux de l'usure, près de 45% des dossiers de crédit seraient refusés. Et j'ai lu chez mes petits camarades des articles annonçant que des particuliers seraient exclus du marché immobilier. Je me suis dit que c'était un bon sujet de coup de gueule de rentrée. C'est quand même incroyable de ne pas pouvoir emprunter pour se loger, c'est quand même essentiel. J'ai 2 axes pour traiter le sujet, le polémique et l'éducatif. Vous préférez lequel ? Vous connaissant sera plutôt éducatif. Alors je vais quand même vous faire un peu de polémique, parce que la polémique, c'est répondre quelque part aux courtiers et aux promoteurs qui sont les plus véhéments sur le sujet, alors que les banques sont plus timorées. Pourquoi donc ? Peut-être parce que dans la situation actuelle, où on sait que le crédit risque d'être une denrée un peu plus rare, les banquiers pourraient ne pas être mécontents d'internaliser les marges de distribution, plutôt que de les refiler à d'autres. Rentabilité quand tu nous tiens. Alors j'aurais, si vous le permettez, un discours un peu plus global sur le cycle. C'est important, quand on parle d'économie, de parler de cycle, et le cycle, on l'a complètement oublié. Alors un jour, au début du portefeuille de marché gagnant, on avait dû faire, je crois, 3 mois de hausse, et j'avais dit, ça va baisser. Et un auditeur m'avait pourri la vie en me disant que je souhaitais la baisse. Non. Je souhaitais rien du tout, mais je ne fais que 2 constats. Il existe 2 modes de croissance, la ligne droite et la ligne pas droite, et quand la ligne est pas droite, il y a des hauts et il y a des bas. Alors revenons à notre crédit immobilier. Est-ce que vous connaissez la production annuelle de crédit immobilier ? Bon, je dirais que ça se compte en centaines de milliards d'euros, 200, 300, voilà, alors 400 273 milliards en 2021. Alors, juste pour avoir une idée des montants. En 2020, le livret A, qui était une année exceptionnelle, le livret A a collecté 27 milliards. Bref, on a beaucoup glossé et beaucoup parlé sur le livret A pour finalement des montants qui n'étaient pas grand-chose. Alors 273 milliards, c'est plus de 4 fois la production de crédit immobilier en 2000. Alors en moyenne, la croissance annuelle du marché du crédit immobilier a été de plus de 5% par an au cours des 20 dernières années, soit nettement plus que la croissance de l'économie en général. Alors je veux bien entendre dire que le marché cale, mais a priori, l'opposé du moteur qui cale, c'est le moteur qui est en surchauffe, et ça c'est marrant, on en a peu parlé. Alors, vous voyez, j'essaie d'être un brin polémique, mais aussi d'être pédagogique. Alors justement, si vous êtes pédago, ça donne quoi ? Alors dans la petite musique actuelle, j'ai l'impression qu'il existe un droit au crédit. Diriez-vous, Vincent, qu'il existe un droit au crédit ? Question piège. Bon, je dirais qu'on devrait justement avoir ce droit de pouvoir emprunter. Et en fait, ce droit, il n'existe pas. Pourquoi alors qu'on se dit qu'il y a un droit au logement, il existera un droit au crédit. Pourquoi ça n'existe pas ? Ça devrait être lié. En fait, parce que quand un établissement prête à un client, il se met en risque. Il se met en risque d'une part de ne pas être remboursé, et puis il se met en risque d'autre part financier de pouvoir ne pas se refinancer à bon prix. Pourquoi ? Parce qu'en France, on prête à long terme et à taux fixe. Ça, c'est la vue du côté du client. Et on se refinance à court terme et à taux variable. Ça, c'est la vue du côté du banquier. C'est une sorte de médaille avec 2 côtés diamétralement opposés, exactement comme le livret A. Où le livret A, l'épargnant, il a de l'argent disponible à court terme, alors que le fonds d'épargne fait des prêts à long terme, notamment au logement social.
Et ça vous choque? Ça vous choque pas? Alors moi, je vais vous dire, ce qui me choque, c'est le discours pédagogique que l'on a sur le crédit immobilier. La loi Lagarde a, en son temps, veillé à éviter les dérapages du crédit à la consommation parce qu'il était considéré comme étant dangereux. Le crédit immobilier lui paraît comme étant totalement inoffensif. Alors dans les débats de l'été, il y a eu une autre passe d'armes qui m'a intéressé entre l'INSEE et l'Observatoire des inégalités sur la richesse, le patrimoine et le suivi de ce dernier par l'INSEE. Alors éducativement, ce sujet me passionne. Alors imaginons, Vincent, vous n'avez rien dans votre patrimoine et un banquier accepte de vous prêter 1 million d'euros pour vous permettre d'acheter un bien immobilier. Votre patrimoine, à ce moment-là, c'est combien? Je dirais qu'il croit d'1 million d'euros, mais pas dans l'immédiat, puisque j'ai quand même une dette. Alors, parfaitement résumé. Ouais. Reste que l'INSEE travaille le plus souvent dans ses statistiques sur le patrimoine brut. Alors, il y a quelques années, je les avais interrogés sur le sujet, et l'une des réponses qui m'avait été donnée m'avait surprise. Je vous la donne. Le patrimoine brut est aussi privilégié parce qu'il n'est jamais négatif. Et là, c'est tout mon sujet. Votre patrimoine net sera toujours positif ou nul si vous n'avez pas d'emprunt. Avec un emprunt, vous pouvez passer du mauvais côté de la barrière. Et comme chez Marché Gagnant, on aime bien analyser les risques extrêmes, j'oublie pas celui-là. Donc vous nous dites que c'est risqué de faire un emprunt? Vous savez, quand on présente aujourd'hui un produit financier avec un rendement alléchant, vu comme une opportunité, il faut mettre tout un tas de warnings pour rappeler les risques. Mais moi, je dis simplement que le crédit immobilier est un outil de la palette patrimoniale qui offre une opportunité formidable, c'est celle de bénéficier d'un effet de levier. Bref, vous pouvez investir un capital que vous n'avez pas encore et obtenir sur ce capital un meilleur rendement que ce que vous coûte ce crédit. Mais c'est aussi un outil qui porte des risques et crée des dépendances. Moi, perso, l'idée de devoir de l'argent à mon banquier que j'adore pendant 25 ans et de perdre toutes les marges de manœuvre sur mon budget, sur les budgets futurs, ça m'enthousiasme guère. Mais j'avoue, j'ai un caractère très indépendant. Je veux pas être plus critique sur le sujet que de raison, mais je trouve le discours de place déséquilibré, et s'il l'est, c'est pour une raison, c'est que l'on considère que l'immobilier ne peut pas baisser, et ça, techniquement, c'est totalement faux. Eh oui. Pas de droit au crédit, mais il y a bien un droit au compte bancaire. Ouais, et l'avancée d'hier pourrait finir par être par une régression. Aujourd'hui, la réglementation bancaire, elle est très peu protectrice pour les consommateurs. Petite question, Vincent, vous allez voir une banque, vous lui dites, ouvrez-moi un compte bancaire, donnez-moi juste un petit moyen de paiement type carte bancaire, autorisation systématique, est-ce qu'on peut vous refuser? Alors, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il n'y avait pas de droit au crédit, car l'établissement financier se met en risque. Là, dans ce cas, je ne vois pas pourquoi il est en risque. Voilà, vous avez raison, et pourtant, le banquier a tout à fait le droit de vous refuser. Le refus de vente, ça n'existe pas en matière bancaire, où s'applique la liberté contractuelle. Bref, la liberté de ne pas signer le contrat, de ne pas s'engager, d'où ce fameux droit au compte. Mais le hic de la réglementation actuelle, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, ça devient l'occasion de mettre le client à la porte quand il n'est pas rentable. Bref, de rompre unilatéralement le contrat. Et ça, je pense que ça devrait être un sujet dans le cadre de la protection des consommateurs. Y a-t-il un droit, et on va terminer là-dessus, à l'épargne? Alors, il n'existe pas dans les textes. Dans les faits, moi, j'ai tendance à dire qu'il en existe un, notamment avec l'épargne salariale, qui est une sorte de droit à l'épargne quand elle est mise en œuvre, notamment pour les personnes qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour générer une propre épargne. Mais voyez-vous, Vincent, on a besoin de faire tourner la machine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait cet été? On s'est empressé de permettre le déblocage de l'épargne salariale à hauteur de 10 000 euros par personne pour faire relancer la consommation. Bref, pour résumer, les biais en faveur de l'immobilier sont toujours là. Le système bancaire a peu ou prou tous les droits et les consommateurs aucun. L'épargne populaire n'intéresse plus personne à la différence de la gestion privée. Bref, pour résumer, rien n'a changé cet été.